liens vitaux, mais il entretient aussi des liens mentaux, des liens imaginaires, des liens psychologiques. Il se construit des représentations de la nature, et c'est sur ces représentations que je voudrais intervenir ce soir. Pour en examiner quelques-unes, hein, pas toutes, elles sont si multiples pour dresser un panorama serait complètement insensé. On en trouve dans le domaine de la religion, dans le domaine de la philosophie, sur le mode scientifique, qui compte beaucoup aussi, dans l'art. Il n'est donc pas question de tout examiner. J'ai choisi d'aborder en fait ce sujet, d'une part en suivant un plan à peu près chronologique, ce qui ne signifie pas qu'on va dégager une philosophie de l'histoire de la nature ou une histoire de la philosophie naturelle, on peut prendre les mots dans n'importe quel sens, mais surtout pour dégager finalement le fait que dans ce qui nous relie et qui nous oppose aussi à la nature, on peut distinguer deux grandes orientations et que chacune des deux pose des problèmes. Alors j'ai remonté loin et commencé par voir comment on se figurait la nature dans les sociétés archaïques et dans les sociétés antiques. Dans ce qu'on appelle les civilisations archaïques, que d'aucuns, mais à tort, nomment primitives, dans ce qui donc concerne ces civilisations, on est en face d'une vision de la nature, le mot exact c'est holistique, pour être moins compliqué, une vision fusionnelle de la nature, une vision dans laquelle l'homme n'est pas séparé de la nature, mais est en continuité immédiate avec la nature. C'est-à-dire que entre le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, et même les puissances invisibles que l'homme peut concevoir, et qu'on n'apercevra pas surnaturel, parce que, justement, dans ces sociétés, elles appartiennent à la nature, il y a un lien constant, jamais démenti, un lien continuel qu'on trouve dans toutes les sociétés dites archaïques. Je ne vais en donner que quelques exemples. La plupart de ces sociétés dites archaïques fonctionnent sur un système qu'on appelle le système totémique. Alors, c'est quoi? On le trouve partout. Dans les Amériques, en Océanie, en Afrique. On trouve ce système partout et on le trouve même dans d'anciennes sociétés européennes comme les Germains ou les Celtes. Le mot totem, c'est un mot qui vient des Indiens de Colombie-Britannique, qui ne désigne pas du tout un poteau dressé comme ça avec des têtes d'animaux. Il y a aussi ça, et c'est une pure représentation. Le totem, c'est, dans ces sociétés, l'ancêtre animal des êtres humains. Et en général, ces sociétés sont divisées en plusieurs totems, en général 4. On descend, allez, on est dans une société canadienne, ça vient du Canada. Un tel descendra du élan, l'autre du castor, ainsi de suite. Et ça va impliquer des relations sociales, des relations avec la nature bien sûr, et des relations sociales très très organisées. C'est-à-dire que il va y avoir des interdictions. Vous êtes du totem du castor, vous ne pouvez pas tuer un castor. Vous ne pouvez pas manger un castor. Et vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même totem que vous. C'est-à-dire qu'à partir de là, même si les liens du sang n'entrent même pas en compte, les liens totémiques dépassent, transcendent complètement les liens du sang. Dans de telles sociétés, évidemment, l'homme est dans un rapport continuel avec la nature et les récits, les mythes, les contes fournis où ce rapport est considéré comme quelque chose qui, pour nous, relèverait du fantastique et qui, pour les gens qui le vivent, relève de la vie de tous les jours. Si on prend par exemple l'exemple des sioux Lakota, dans les grandes plaines,
Indiens, ces Amérindiens qu'on voit dans les westerns. Pour eux, les rapports entre l'homme et l'animal, par exemple, sont si étroits que le mariage d'un homme avec un bison, la transformation d'un homme en un ours, est quelque chose qui va de soi. Ça ne surprend personne. Toutes les relations que les ethnologues ont pu nous laisser le montrent. Hein? De même, par exemple, dans ces sociétés Lakota, on tue les bisons pour se nourrir. Mais la chasse aux bisons, ces immenses troupeaux de dizaines de kilomètres de long, ils étaient en pleine expansion, cette chasse aux bisons se fait de façon rituelle. Elle est précédée par une danse où les danseurs, les chasseurs, imitent l'animal qu'ils vont chasser. On imite la proie. Et on lui adresse une prière, et pas n'importe quelle prière. On parle au bison, on chante quelque chose au bison. On dit, excusez-moi, je ne la connais pas par cœur, et encore moins en sud Dakota, on dit, Wakantanka, c'est le nom du bison, j'ai besoin de ta chair pour me nourrir, de ta peau pour me couvrir, etc., etc. On lui explique la raison pour laquelle on le tue. C'est aussi pour cette raison que, tout le monde l'a noté, dans ces sociétés, la chasse n'est pas un massacre généralisé d'animaux, c'est un prélèvement clairement défini, qui correspond à ce qu'on peut appeler des besoins sociaux nettement définis. En fonction de ce dont la société a besoin, on prélèvera tant et tant de bisons, en prenant même garde à choisir les mâles ou les femelles suivant les besoins qu'on a. On a la même chose, on trouve la même chose, voire les bouquins de Mallory, chez les Inuits dans le Grand Nord avec la chasse aux phoques. On prévoit même la nourriture pour ceux qui ne peuvent pas chasser, les orphelins, les veuves, les infirmes. C'est prévu, c'est défini socialement. Dans ces sociétés, comme on le voit, il y a entre l'homme et l'animal, ou plus largement la nature, une empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'animal, voire à la place de l'arbre. Hein. Dans les sociétés indiennes où la prière que je viens de citer au bison, elle s'adresse à l'arbre. Frère arbre, je te coupe pour telle et telle raison. Cette empathie, elle a été relevée, parce que c'est un nom que je ne peux pas ne pas prononcer ce soir, c'est celui de Jean-Jacques Rousseau. Elle a été relevée par Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, mais elle a été constatée par Lévi-Strauss, elle a été constatée par tous les ethnologues qui ont étudié cette société archaïque. À partir de cette empathie avec la société, avec la nature, pardon, de ce rapport étroit qui les unit, il est tout à fait logique, si j'ose dire, que l'homme fasse de son rapport à la nature un rapport, je dirais, anthropomorphique. C'est-à-dire qu'on attribue à la nature des qualités proprement humaines, des traits humains, qu'on la figure dans l'art, par exemple. Ce que nous appelons l'art, parce que qu'est-ce que c'était de l'art pendant la préhistoire, je n'en sais rien. C'est un autre débat très vaste. Mais on figure la nature sous des formes humaines. Alors c'est les fameuses Vénus préhistoriques, les premières statuettes qu'on possède, qui sont toutes, de façon systématique, la représentation d'une femme enceinte. C'est peut-être très grossier, mais ça insiste sur les traits de la femme enceinte, le ventre, les seins. Et on trouve la même chose dans les peintures pariétales, les peintures des grottes. Bien sûr, on y observe des représentations d'aurochs, de chevaux, mais on y observe aussi des mains humaines, en rouge et noir généralement, qui sont apposées, la main a été trempée dans la peinture, et apposée sur les parois. Et on y trouve des représentations de sexe féminin, de vulve, mais, et c'est curieux, jamais on ne trouve de représentation de sexe masculin. Parce que
ce qui est à supposer que ce qui est fait, évidemment, sur les parois des grottes, soit de nature religieuse. Ce qui est représenté sur les parois des grottes, ce n'est pas la sexualité humaine, c'est la fécondité de la nature. Et c'est d'autant plus remarquable que dans bien des sociétés archaïques, on a pu relever pendant toutes, mais le fait qu'entre l'acte sexuel et la venue de l'enfant, la naissance de l'enfant, on ne fait pas de rapport. On ne va pas faire de rapport entre l'arrivée d'un enfant et ce qui s'est passé 9 mois auparavant. Dans de nombreuses sociétés. Ce n'est pas la sexualité qui est mise en évidence, c'est la fécondité. Cet aspect très mystérieux de la nature qui ouvre la voie à des représentations encore plus humanisées de la nature. Où on va représenter les forces naturelles, à proprement parler, sous des formes humaines ou semi-humaines, semi-animales. Tout le monde connaît le panthéon égyptien. Ces dieux à tête d'agneau, Horus le faucon, Thoth l'ibis, Anubis le chacal, et même en Égypte, ces animaux qu'on adore comme des dieux pour eux-mêmes. Le chat, le taureau apis, voire les crocodiles. Vous trouvez des crocodiles momifiés dans des véritables temples, dans le Fayoum. On commence à humaniser à ce niveau-là la représentation des forces naturelles. Et évidemment, et là je suis obligé d'être trop bref, mais on retrouve ça dans la mythologie grecque. Le tonnerre, l'orage, Zeus, l'océan, la mer, les séismes aussi, Poséidon, ainsi de suite. Dans la mythologie grecque, c'est encore plus clair, puisqu'on prête aux dieux non seulement des traits humains, mais des qualités, des défauts humains. Ils sont jaloux, coléreux, vindicatifs, ils peuvent être causes, comme les hommes. Et la seule chose qui les distingue, c'est leur immortalité. Je fais remarquer qu'à ce niveau-là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure des sociétés archaïques et de cette continuité de l'homme et de la nature, ce qu'on observe, c'est un changement d'attitude complet. C'est-à-dire que l'homme, cette fois-ci, n'est plus en liaison permanente avec la nature, il est en face d'elle. Il se la représente sous une forme humaine, mais elle est en face de lui. Du coup, sa représentation de la nature devient nettement plus ambivalente. Et chez les Grecs, toujours, celui qui représente, me semble-t-il, le mieux cette ambivalence, c'est le dieu Pan. Pan, c'est le tout. Alors c'est le dieu, évidemment, qui est charmeur, qui joue de la sirène, sa flûte de Pan, et il nous charme, mais en même temps, son apparition déclenche une terreur qu'on appelle à juste titre la panique. Et cette ambivalence, c'est celle que nous connaissons vis-à-vis de la nature, qui peut effectivement nous charmer et nous offrir des spectacles proprement terrifiants. Ce ne sont pas des spectacles, des phénomènes proprement terrifiants, comme l'actualité vient de nous le montrer. En Grèce, dès le VIe siècle, ces mythes, ces représentations des dieux commencent à passer pour des fables, des mensonges, des inventions. Ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de ceux qu'on va appeler prochainement, au Ve siècle, en Inde, ça s'appelle comme ça, Socrate, on va les appeler les philosophes, et c'est eux qui prennent nettement leur distance par rapport aux mythes. Ces philosophes, ceux d'avant Socrate, pré-socratiques, on ne sait pas pourquoi, parce que l'un d'eux, par exemple Démocrite, est né après Socrate, il a survécu à Socrate, donc Socrate pourrait être aussi bien le pré-démocritien. Mais on les appelle comme ça, ils ont une caractéristique. C'est-à-dire que par rapport à la nature, au lieu de l'expliquer par des figures humanisées, ils vont chercher quel est le principe qui fait vivre, qui anime cette nature. Et toutes les philosophies antiques sont ainsi fondées à la base sur ce qu'on appelle une physique. Un physis en grec, c'est la nature.
On commence par forger une conception de la nature à partir de laquelle savoir comment il faut se comporter, ce qui est bon, ce qu'est le bonheur, ce que doit être la vie sociale. On va le définir à partir de cette conception première de la physis de la nature. Les explications sont très variables, je n'entrerai pas dans le détail. Thalès, par exemple, Thalès, l'auteur du fameux théorème, n'importe de maths, l'auteur du fameux théorème, donc Thalès, pour lui, le principe de la nature, c'est l'eau. Empédocle dira, non, non, le principe de la nature, c'est le feu. Et il poussera le sérieux philosophique jusqu'à le vérifier en se jetant dans les gounas. Oui, c'était un temps où les philosophes avaient à cœur de mettre leur pratique en accord avec leur théorie. Allez, donnez un effort. C'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans les médias. Donc il y a d'autres philosophes qui expliquent la nature par d'autres principes. Une des philosophies les plus abouties, c'est la philosophie atomiste, représentée par Leucippe, par Démocrite, par Épicure, et dont on trouve, si vous avez le goût de lire des très vieilles choses, on trouve un exposé remarquable de cette philosophie atomiste chez Lucrèce dans De la nature des choses, de Natura Rerum. On va être un peu schématique, bien sûr, mais dans ces philosophies, le monde est une pluie d'atomes. Des atomes qui pleuvent de haut en bas. Tout petit corpuscule matériel. On ne nie pas les dieux, hein. Les dieux sont au-dessus de ça, ne s'occupent pas de ce qui se passe à ce niveau-là. Les atomes tombent et s'accrochent ensemble pour former les corps naturels, les arbres, les animaux, les hommes, les pierres. Et puis au bout d'un moment, ces atomes crochus, pour ça qu'on dit avoir des atomes crochus avec quelqu'un, ces atomes crochus se décrochent. Et le corps s'abolit. Ce qui peut être notable, c'est que dans telle théorie, l'homme est toujours partie intégrante de la nature, mais qu'il a la possibilité de la regarder, de la concevoir, et à partir de là, d'en faire un instrument, d'utiliser, d'agir sur elle. Sur les bases pratiquement identiques, là, je voudrais faire une petite sortie, si j'ose dire, pour montrer que je parle de l'homme, mais pas seulement de l'homme occidental, sur les mêmes parfaitement identiques, d'autres civilisations ont eu d'autres points de vue. Je ne vais prendre bien sûr qu'un exemple, c'est celui de la civilisation chinoise. Et plus précisément, l'exemple d'une pensée qui a fortement marqué l'histoire de la pensée en Chine, mais aussi même la vie quotidienne en Chine jusqu'à aujourd'hui. C'est le taoïsme, qui a l'avantage d'être quasi contemporain des penseurs présocratiques. 6e, 5e siècle avant Jésus. Dans le taoïsme, l'univers est conçu, non pas comme une chose, mais comme un processus qui n'a ni commencement ni fin, qui est toujours en mouvement, et qui relève d'un principe qu'on appelle le Tao. Ça veut dire la voie, la route, le chemin. De ce principe, il n'y a strictement rien à dire. Le Tao Te Ching de Lao Tzu commence par le fait qu'on ne peut rien dire sur ce principe. On ne peut pas le penser, on ne peut pas le concevoir, on peut simplement le constater et le vivre en pratique. On ne peut pas s'en séparer, mais on peut savoir à certains moments qu'on est en conformité avec le dit principe. On sait en revanche, du moins les Chinois savent, comment il fonctionne. C'est les deux fameux principes qu'on appelle le yin et le yang. Tout le monde connaît, je ne vais pas le faire, le schéma, c'est trou, noir et blanche, mais je vais oublier que dans le noir, il y a un peu de blanc, et dans le blanc, il y a un peu de noir. Un tout petit coin. Le yin, c'est ce qui est passif, obscur, humide, souple, vide, féminin. C'est pas ma faute, hein.
Et évidemment, le yang, c'est tout l'inverse. Ce qui est actif, clair, sec, plein et masculin, j'en passe, tous les contraires sont dedans. Sauf que, attendez, parce qu'on a envie d'apprendre la pensée chinoise pour une pensée misogyne, on ne va surtout pas. On imagine ça. Dans le masculin, il y a le féminin, et dans le féminin, il y a le masculin, et c'est ainsi que l'un et l'autre s'engendrent, et que sans arrêt, tout bouge. Passant du masculin au féminin, du féminin au masculin, et ainsi de suite. Et on ne peut pas l'arrêter. On peut juste le savoir par la pratique. Alors, les Chinois expliquaient comme ça, évidemment, les mouvements du cœur, la diastole, la systole, la respiration, l'alternance des saisons, les marées, l'alternance du jour et de la nuit, ainsi de suite. On peut le constater que par la pratique, toutes les pratiques, du jardinage, la pratique des arts martiaux, de l'agriculture, la pratique de l'artisan, et ainsi de suite. Certes, les Chinois ont développé une sorte de physique, au sens description de la nature. Je n'entre pas dans les détails, c'était fondé sur 5 éléments, et pas 4 comme l'ancienne physique d'avant la Renaissance. C'était le bois, l'eau, le feu, le métal et la terre. Ce qui est curieux, c'est que, à l'inverse de ce qui va se passer en Occident, sur lequel je vais revenir, jamais les Chinois n'ont songé à donner, comme nous le faisons encore aujourd'hui, une description mathématique de la nature, c'est-à-dire de la réduire à des équations. C'était pas faute d'instruments mathématiques. Les Chinois ont inventé le zéro. À part quelques spéculations, du moins philosophiques, ils n'en ont rien fait. C'est des marchands persans qui commerçaient avec la Chine par canton, qui se sont emparés du zéro, et c'est comme ça qu'au IXe siècle, en Perse, est né l'algèbre, qui va être à la base, largement, de notre physique mathématique, notre description mathématique de la nature. On peut se demander pourquoi les Chinois n'ont pas utilisé cet instrument magnifique qu'ils avaient en main. Donc pour une raison simple. Un persan du IXe siècle est musulman. Il croit en un Dieu législateur du monde. Et les chrétiens vont reprendre cette notion. Il y a l'idée notamment. Dieu a créé le monde et lui a imposé des lois. Ces lois sont universelles et universellement compréhensibles. Donc, elles sont mathématiques. On rappellera aussi que dans mathématiques, le THC, c'est théos, c'est Dieu. Ni plus ni moins. Mathématiques signifie chose divine à comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'était impensable pour un Chinois taoïste, parce que dans le Tao a des attributs divins du genre l'éternité. Le Tao est éternel. Il est infini, par définition. Mais ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un législateur. Et si, à l'origine, les penseurs présocratiques dont je parlais tout à l'heure et les penseurs taoïstes, finalement, étaient largement sur de mêmes bases, auraient tout à fait pu s'entendre. La différence va se faire très vite parce que dans la pensée grecque, le divorce avec la nature va être consommé et va préparer ce que j'ai appelé, vous avez le plan, la révolution judéo-chrétienne. La première brèche, dans cette vision encore fusionnelle de la nature, celui qui l'introduit, c'est Platon. Pour Platon, la seule réalité, c'est l'esprit, c'est les idées. Alors, c'est le fameux mythe de la caverne, je mentionne quand même un peu, fin utile, imagine des hommes, depuis leur naissance, enchaînés au mur d'une caverne, et recevant le jour par l'entrée qui est derrière eux. Ils voient des ombres et ils prennent ces ombres pour la réalité. Un homme s'échappe de la caverne, revient, voit les choses comme elles sont dehors, et revient et dit: ah non, non, il y a erreur, la réalité c'est pas ça, c'est ça.
Ça, c'est des idées. Pour Platon, c'est tout à fait clair, la nature, telle que nous la voyons, telle la nature sensible, c'est un simulacre. C'est une illusion. Ce qui explique que chez Platon, il y a, c'est le philosophe grec, je pense que c'est le seul, il me confirmera éventuellement qu'il y avait une erreur, enfin en tout cas Platon, c'est le seul, à ma connaissance, où la pensée philosophique ne s'édifie pas sur une physique. Même son élève, Aristote, accordera une importance primordiale à la nature. Vers le IIe siècle, l'Église chrétienne, la théologie chrétienne, pour être plus exact, va non pas faire sienne tout à fait cette idée platonicienne que la nature est un simulacre ou une illusion, mais va reprendre de façon très claire la dévalorisation platonicienne de la nature. Alors là, je vais reprendre tout simplement la Bible, dans la version qui est reçue en 1952, l'imprimatur de l'Église catholique, et dans son premier livre, la Genèse. Dans la Genèse, il y a deux récits de la création du monde. Le premier récit, je ne le lis pas en entier bien sûr, j'en ai extrait deux passages. Tout a été créé. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur le sol. Règne absolu de l'homme sur l'animal et donc sur la nature. Le deuxième texte est un peu plus retors, subtil. Alors, le Seigneur Dieu, qui avait façonné de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Tout être vivant devrait ainsi porter le nom que l'homme lui donnerait. Alors pour moi, ces deux textes appellent trois remarques importantes. Dans ces deux textes, l'homme est présenté comme de nature essentiellement différente, d'essence essentiellement différente de la nature, et notamment des animaux. Son apparition même n'est pas conçue sur le même mode que celui des animaux. Les animaux ont été façonnés de la terre. Voilà. Le deuxième point, c'est que la puissance de l'homme sur la nature est claire, et son rapport à la nature est clair, c'est celui du pouvoir. Puisque c'est lui qui a le pouvoir de nommer, et que Dieu va voir comment l'homme nomme les animaux. Et ce que nommera l'homme, c'est la vérité. Enfin, le troisième point, la séparation radicale de l'homme et de la nature se concrétise sur un point qui va être central et que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir développer ici. C'est le rapport de l'homme à l'animal. L'homme, c'est clair dans le texte du livre, n'est pas un animal. Ah, il y aura des débats théologiques au début de l'histoire de l'Église, des débats théologiques aigus pour savoir qu'est-ce qui distingue réellement de l'homme et de l'animal. On aura d'ailleurs, dans les mêmes temps, les mêmes débats pour savoir ce qui distingue l'homme de la femme. À quel humain. La conclusion rapide sera, bah oui, l'homme, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme a une âme immortelle et pas l'animal. On n'ira pas dans un premier temps jusqu'à dire que l'animal n'a pas d'âme, ce qui serait assez contradictoire avec la racine latine du mot animal, mais l'homme a une âme immortelle. L'animal, ça pose problème. A-t-il une âme mortelle forcément? Est-il doué ou non de sensibilité? La question, nous la retrouvons tout à l'heure, mais le rapport entre l'homme et l'animal est déjà. Donc, je voudrais répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Bon, encore, mais c'est de savoir pourquoi, parce que certains de vous pourraient quand même s'inquiéter, la nature est la création de Dieu dans la vie. Être parfait, elle devrait être parfaite.
comment se fait-il qu'en dehors des multiples misères que l'homme pose aux autres hommes, la guerre, l'exploitation, l'injustice sous toutes ses formes, eh bien la nature nous inflige quand même, on vient de le voir, d'horribles choses, séismes, tsunamis, autres catastrophes naturelles, éruptions volcaniques, j'en passe. Alors dans ce cas-là, je vous renvoie tout simplement au XIIIe siècle et à saint Thomas d'Aquin. Il explique tout. Quand l'homme a fauté, Adam et Ève ont fauté dans le paradis d'Éden en mangeant le fruit défendu, ils ont été déchus. Mais il était tout à fait logique que la nature aussi soit déchue, puisque c'était eux qui en étaient les seigneurs et maîtres. Et donc, évidemment, la faute du seigneur et maître, comme d'habitude, retombe sur le serviteur. Bon. Alors, c'est ce qui m'intéresse surtout ici, toute anecdote à part, c'est cette idée qu'on voit apparaître avec le judéo-christianisme, une séparation parfaitement radicale entre l'homme et la nature. Cette séparation ne va pas disparaître, elle va peu à peu se laïciser et aboutir à un discours que nous connaissons toujours, le discours rationaliste, si bien évoqué par mon cher président Denis Collin dans sa conférence sur Descartes. La finalité, c'est de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Nature qui n'est donc, comme dit Galilée, qu'un livre écrit par Dieu, qu'il convient de lire dans le seul langage intelligible, celui des mathématiques, et on va réduire la nature à l'équation. Le siècle des Lumières, dont on a abondamment parlé l'année dernière, et plus encore le XIXe siècle, vont abonder dans ce sens. C'était rendu possible par la prolifération des découvertes de tout genre, de la locomotive au téléphone du XIXe siècle. La technique nous montrait tous les pouvoirs que la mainmise de l'homme sur la nature nous donnait. Ça aboutit à une première philosophie, le scientisme. Ernest Renan, XIXe siècle, qui nous assure que dans un avenir très proche, vous voyez ça en dizaines d'années, l'avenir de la science, dans un avenir très proche, la science aurait répondu à toutes les questions que se posait l'humanité. Auguste Comte, avec le positivisme, ira encore plus loin. Il écrit « La science sera la religion de l'avenir ». Bon, on peut, aujourd'hui, plus ou moins ironiser sur ces propos trop optimistes. Que je sache, on n'a pas répondu à toutes les questions de l'humanité, et la science n'est pas, à proprement parler, notre religion, parce que sans ça, pour la plupart d'entre nous, elle serait particulièrement inintelligible. On peut s'en moquer, c'est des perspectives qui n'ont pas tenu leurs promesses, mais enfin qui témoignaient quand même d'une croyance en le destin de l'humanité. Et de nos jours, il est clair que l'homme n'est toujours pas maître et possesseur de la nature. Les événements nous démentent sans aller chercher les grandes catastrophes. La tempête de 99 qui a paralysé la France. Le fait qu'un peu de neige tombe au mois de janvier, c'est effectivement tout à fait stupéfiant et qui paralyse une petite ville de l'heure au hasard. Le fait qu'une simple pluie tombe ici va désorganiser notre vie pour des jours et des jours nous montre que non, on n'est pas tout à fait maître de la nature. Là, pourtant, il faut pas croire que le scientisme et le positivisme sont morts. Ils ont un nouveau nom. Ça s'appelle la technocratie. Où on conserve, le pouvoir. Le pouvoir sur la nature. On continue à mathématiser. Mais au lieu des brillantes équations de Newton ou d'Einstein, on a maintenant pour mathématiser des choses, les outils mathématiques les moins fiables. La statistique, le calcul de probabilité, on va retrouver dans les calculs de productivité, les sondages, les indicateurs de ceci, de cela. On a des beaux mots. Et puis on va trouver ça, notre puissance sur la nature, complètement incarnée dans le produit intérieur brut.
c'est-à-dire un instrument mathématique dont la fiabilité, c'est le sujet de cette conférence en particulier, n'est pas forcément fiable. Deux exemples. Supposons que grâce à la prise de conscience des conducteurs, aux efforts de tous, on abolisse complètement les accidents de la route. Plus de morts, plus de blessés, plus de carrosserie à réparer. Le produit intérieur brut chute de 2 à 3%, automatiquement. Les carrossiers, les hospitaliers, les pompes funèbres, pareil. Supposons qu'on arrive à abolir toutes les pollutions de l'eau, de la terre, de l'air, ce sera encore plus catastrophique. Ah oui, l'industrie de l'évolution. Bon, donc on mathématise, je ne dirais pas que le scientisme est mort, il est toujours là, il est simplement devenu fou. Cependant, dès le départ, même le XVIe siècle, dès la Renaissance, vis-à-vis de cette volonté d'entamurir, de mainmise sur la nature, on voit les réactions. Wow. Des réactions qui vont d'abord porter sur une espèce de déploration politique. La nature vierge disparaît, la civilisation envahit tout. Alors, au hasard, je cite quelques vers, les premiers vers d'un poème de Ronsard, bien connu, un célèbre poème de Ronsard, élégie à la forêt de Gâtine, où Ronsard assiste. Ça se passe dans le Val-de-Loire, et on essarte. On détruit les forêts pour avoir des terres cultivables. Et Ronsard écrit, s'adressant au bûcheron, « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la rue des Corses? Sacrilège meurtrier, si l'on pend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de sang, de mort et de détresse mérites-tu, méchant? Peux-tu une déesse? » Je vous ai parlé de suite. Ouais, c'est beau, c'est écologique. On détruit les forêts pour faire des terres cultivables, et c'est très mal. Alors, bon, à part l'appel à la peine de mort contre les bûcherons, qui n'est pas très sympathique. C'est écologique. Bon, je viens de chez les Lumières, je vais en parler aussi, parce qu'il y a des choses à dire. C'est le siècle, on l'a dit, largement, où on met en avant le progrès, la science, la technique, voire aussi le siècle de l'encyclopédie. On se réfère sans arrêt par contre à la nature. Le droit naturel, nous aurons une conférence prochainement pour vous éclairer sur ce sujet, la morale naturelle, la religion naturelle, l'art même naturel. Il y a une querelle sur l'opéra qu'on appelle la querelle des bouffons autour de 1750, opéra français contre opéra italien, l'opéra italien, l'opéra des bouffons, passant pour plus naturel. La nature, effectivement, dans la pensée du XVIIIe, occupe une place importante et elle n'est pas mieux caractérisée que par la pensée de Rousseau. La pensée de Rousseau oppose clairement la nature et la société. L'homme est vraiment disjoint de la nature. Il n'y a pas de droit naturel, on en parlera. C'est la société qui prévaut. En revanche, il y a une religion naturelle, la profession de foi du vicaire savoyard. Il y a, bien que l'art et la science, pour Rousseau, méritent d'être condamnés, le discours sur les arts et les sciences, il vaut mieux que ce soit naturel. Bon, je ne vais pas parler de la nature dans la pensée philosophique de Rousseau. Il me semble que ce qui a le plus accroché les lecteurs de son époque et les époques suivantes, c'est surtout l'autre versant de son œuvre, le versant autobiographique, le versant romanesque, où Rousseau, les confessions, les rêveries d'un indépendant solitaire, la nouvelle Héloïse, Rousseau propose une nouvelle sensibilité à l'égard de la nature. Et cette nouvelle sensibilité va s'épanouir dès le XVIIIe siècle et dans toute l'Europe, notamment à travers ce qu'on appellera le romantisme. Ça a donné lieu à des débats nombreux, je vais en retenir 2 seulement. Premier débat, l'homme et l'animal. La thèse largement acceptée, c'est la thèse de Descartes.
L'animal est une machine, dénuée de sensibilité et dénuée de toute forme d'intelligence, de réflexion. Bien. Une anecdote célèbre et, je crois, retrouvée, discutée, veut que Descartes, à l'appui de ses dires, montrait à ses visiteurs la chose en donnant des coups de pied dans le ventre de sa petite chienne qui était pleine et en disant « mais ne croyez pas qu'elle souffre, c'est simplement mécanique. Je donne un coup de pied, l'air est expiré et se manifeste sous la forme d'un cri. Mais la bête ne souffre pas. » Ben oui, c'est vrai. C'est mécanique. Marcher sur tout le voisin. L'Église catholique, qui par ailleurs n'est pas vraiment charmée des thèses de Descartes, est prête à reprendre cette thèse. C'est à partir de ce moment-là qu'on tient, ça se discuterait encore sur le plan théologique, mais on tient en général que l'animal n'a pas d'âme, c'est une chose. Et c'est curieusement par un ecclésiastique, l'abbé de Condillac, dans son traité des animaux, l'abbé de Condillac, lui, va montrer que l'animal, non seulement sent, comme l'homme, perçoit les choses, souffle, même que l'animal est doué d'une forme d'intelligence. Ah, c'est pas l'intelligence humaine, il n'est pas capable d'abstraction, mais il est capable de relier. L'intelligence, c'est ça, c'est une pierre carré, relier les choses entre elles. Il est capable de relier les choses, de faire des rapports, et de réagir à des situations concrètes, de façon adaptée. Et en reliant ainsi l'homme à l'animal, Condillac, et il sera largement suivi quand même, relie à nouveau l'homme à la bête, l'homme à la nature. Le second point que je voulais aborder va paraître un peu plus anodin, parce que c'est une question de mode, mais les modes, souvent, ça révèle les évolutions historiques des sensibilités, et je veux faire allusion à deux modes qui se répandent dans la haute société au XVIIIe siècle. La première, c'est la mode du jardin à l'anglaise. Alors jusque-là, on avait le jardin classique, Versailles, Wolf-Vicomte, que sais-je, rectiligne, symétrique, avec ses bassins bien dessinés, au cordon. Et apparaît, dans la deuxième moitié du XVIIIe, la mode du jardin à l'anglaise qui vient de chez nos voisins, comme le nom l'indique, avec des allées sinueuses, des bosquets épars, des fontaines cachées. On reconstitue la nature, c'est l'exemple typique du petit Trianon. Bien avant 1789, le goût classique de l'époque de Louis XIV est mort. Le petit Trianon de Marie-Antoinette, elle venait faire ses bergeries, élever ses moutons et chanter « Il pleut bergère » de Fabre d'Églantine, futur révolutionnaire qui a voté la mort du roi. En tout cas, je ne suis à personne. Là où le bas blesse, c'est que ce jardin à l'anglaise, il est entièrement dessiné, planté, arboré, semé, animé, les animaux. Tout cela, c'est non pas c'est pas une reproduction de la nature, c'est une reproduction de la nature telle que l'homme l'a déjà modifiée. Et ça explique qu'un Jean-Jacques Rousseau, par ailleurs, célébrant dans des pages magnifiques la nature, détestait franchement le jardin. C'est une fausse nature. On y revient. La deuxième mode, alors, elle est encore plus haute, c'est la mode d'Irving. Ouais, la mode d'Irving. Irving. Ça naît en Angleterre d'un individu excentrique qui s'appelait Horace Walpole, XVIIIe siècle toujours. Il était très riche et il avait, puisqu'on est en Angleterre, on va dire, un hobby, l'art gothique. Alors on l'appelait gothique cet art parce que c'était barbare, c'était laid,
regarde des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths, que sais-je. Et Walpole, qui lui adorait ça, a levé une armée, une véritable armée de dessinateurs qu'il a envoyé dans toute l'Europe pour dessiner des gargouilles de cathédrales, des bas-reliefs, des statues gothiques qu'on lui rapportait et il les faisait réaliser, ce qui lui plaisait bien sûr, et il en ornait son manoir de Strawberry Hill à côté de Londres. Ça donne, d'après que j'ai vu, que j'ai jamais vu le manoir lui-même, mais j'ai vu des reproductions, ça donne quelque chose d'assez bizarre, un manoir 18e avec des gargouilles étonnants. Ça a conduit Walpole à écrire un livre qui lance la mode de ce qu'on appelle en Angleterre Gothic Novel, le roman gothique, et qu'on appelle en français le roman noir, avec notre habitude de la traduction exacte. Et ce roman, Le Château de Franck, paru en 1764, c'est, restons en Angleterre, un best-seller. Et ça lance la mode du gothique. Et alors on voit des gens elles-mêmes, anglais, qui se font construire des ruines. Et ça va gagner le continent, la France, l'Allemagne, l'Italie. Alors ça donne des scènes cocasses, hein. On imagine. Venez, mon cher baron, avec moi au fond du parc. Je vais vous faire admirer mes ruines. Elles sont finies juste la semaine dernière. Bon, on peut rire de ce snobisme comme de tous les snobismes. Néanmoins, ne pas perdre de vue qu'il témoigne en fait d'une mutation effective de la sensibilité. Et je ne vais pas en donner beaucoup d'exemples, je n'ai pas le temps dans une conférence introductive, mais par exemple, Diderot. Diderot qui, devant un tableau représentant des ruines romaines, écrit ceci, c'est la dernière citation, je vous en ai parlé à l'autre. Les idées que les ruines évoquent en moi sont grandes. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que ce monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux, ce monde. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux. Les objets m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière, et je ne veux pas mourir. Et j'envie un faible tissu de fibres et de chair à une loi générale qui s'exécute sur le bronze. J'envie, si je compare son corps, le bronze s'abîmer, et son corps, il faudrait qu'il s'abîme pas. Un torrent entraîne les nations les unes sur les autres au fond d'un abîme commun. Moi seul, je prétends m'arrêter sur le bord et fendre le flot qui coule à mes côtés. La ruine souligne que l'existence humaine est éphémère, qu'elle est fugace. Elle souligne l'inanité de l'histoire humaine puisque la nature reprendra le dessus. Une nature qui s'abîme aussi, qui s'érode, mais une nature qui est toujours là, quand l'homme n'y est plus, quand l'homme n'y sera plus. Ce sera développé dans un livre très oublié et important, très important, qui a eu un succès fabuleux en son temps, un livre de Volney, Constantin Volney, qui s'appelle tout simplement Les Ruines, introuvable actuellement en librairie. Volney était député à la Constituante et en 1791, il publie Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires. 1791, c'était un bon moment, bien choisi. Et il amplifie en fait les impressions de Diderot. Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que l'histoire? Le H aussi grand que vous voulez, par rapport à une nature qui, de toute façon, l'emportera. J'ai cité Diderot parce que c'est un curieux paradoxe de voir Diderot, l'homme de l'encyclopédie, l'homme qu'on croit beaucoup trop, parce qu'il est bien plus complexe que ça, attaché au progrès scientifique et au progrès technique même, défendre cette suprématie de la nature. Et deuxième paradoxe que je veux souligner, c'est comment, je vais dépasser mon nom, comment ces œuvres, celles de Volney, c'est ce goût pour les ruines, est contemporain des tout débuts de la révolution industrielle en Europe, et notamment en France. Les années 90,
du XVIIIe siècle, c'est les années où Schneider installe ce qu'on peut appeler les premières usines en France, au Crozon. Et c'est un paradoxe curieux. Plus, sous l'effet des sciences et des techniques, la révolution industrielle va se développer, plus on va assister à une sorte de retour vers de la nature, pas vers, un retour de la nature comme objet de pensée. Le cas le plus typique, c'est celui d'une école philosophique américaine, le transcendantalisme, représenté, je vais passer bref, par Emerson. Et alors que les anglicistes me pardonnent, je ne sais pas prononcer ça en anglais. Thoreau, Thoreau, je ne sais pas prononcer le nom en anglais, c'est un professeur d'anglais, à la fin, je vais bien l'expliquer. Donc c'est une école qui est très très localisée, c'est dans une ville du Massachusetts, Concord. Et ces gens-là vont donc développer la nature comme l'élément le plus important de l'existence humaine. Sauf que ça ne se fait pas à n'importe quel moment. Hein. C'est le XIXe siècle, deuxième moitié. Donc c'est l'industrialisation massive de l'Est américain. Ce que les Américains appellent la marche vers l'Ouest, qui s'appelle plutôt conquête de l'Ouest, voire ce qu'on pense les Indiens. L'avancée des premiers chemins de fer, et même, il faut le mentionner au chapitre des sciences, mais la première guerre moderne, la guerre de sécession, 1861-1865. Première guerre moderne, parce que justement, les techniques y jouent un rôle extraordinaire, parce que c'est les premières guerres où les populations civiles sont les premières touchées, plus encore que les armées, et c'est même les guerres où on invente les camps de concentration. Puissance de la science et de la technique. Et donc, voilà deux hommes, parmi d'autres, qui vont développer une idée de la nature. Je vais passer un peu vite sur Emerson. La nature, dit-il, c'est, dans un petit livre qu'on trouve par contre, La nature, par Emerson, la nature, c'est le non-moi de chacun d'entre nous. Pour moi, vous êtes la nature, aussi bien que plus que nous. Et ce qui importe, dit Emerson, qui était un ancien pasteur avant sa vie, c'est l'extase, sortir de soi pour se fondre dans le grand tout et communier avec la vaste nature. Emerson va en rester à des théories, mais dans jamais sa vie de Concorde. Thoreau, lui, va avoir l'avantage de mettre ça en pratique. Je n'ai plus le temps de parler du curieux personnage qui est le plus conçu. Alors, à l'inverse d'Emerson, Thoreau est assez indifférent à toutes les religions. Il est sur son lit de mort, sa tante, qui était une bigote baptiste, vient le supplier sur son lit de mort de se réconcilier avec Dieu. Et Thoreau a encore le temps de répondre « Je ne savais pas qu'on était fâchés ». Et comme elle insiste, elle lui peint ce qu'il attend dans notre monde, il a ses derniers mots, qui sont pareils, ses derniers mots, un seul mot là. Thoreau proclamera, lui, la suprématie de la nature et il ne pourra pas d'accord proclamer, il la vivra. Pendant 26 mois. Il quitte sa ville de Concorde, il va dans la forêt, construit de ses mains sa propre cabane et vit là, seul, en naturaliste très compétent et très émérite. Il observe les animaux, il connaît les plantes, il en découvre de nouvelles. Il n'a pratiquement aucun rapport humain. Quelques Indiens, quelques trappeurs qui passent, des voyageurs. De temps en temps, il a besoin de matériaux pour conforter sa maison, sa hutte. Il descend de temps en temps, mais rarement à Concorde. Et là, il rencontre évidemment sa connaissance. Mais en gros, il vivra seul 26 mois dans les bois. Il a tiré un livre magnifique qui s'appelle Walden, c'est le nom des temps, où la vie dans les bois, c'était son grand livre, et qui fait qu'il passera pour un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie politique. Vous aurez compris que je passe à la dernière partie de mon exposé.
il faut dire d'abord une chose, ce qui va faire ressurgir la nature au-delà du mysticisme d'un Emerson, au-delà des modes dont j'ai parlé, ce qui va faire ressurgir la nature dans la pensée moderne, c'est la science. Et pour commencer, un grand coup, la théorie de l'évolution, Darwin. L'origine des espèces, 1859, comme chacun sait, qui rappelle, qui souligne avec des arguments la continuité et la contiguïté de l'homme et du règne animal. L'homme n'est pas séparé des animaux. Ce que depuis j'ai découvert et de la paléontologie humaine, et de la génétique, et même de l'éthologie, la science de l'étude des comportements, a largement corroboré. Je ne vais pas entrer dans les débats, je pense qu'on aura une conférence sur le darwinisme, et ça me paraît essentiel. Les débats, dès l'origine, dès la publication du livre de Darwin, ont fait rage. Les églises ont déformé sa pensée. L'homme descend du singe n'est pas une phrase de Darwin. Non. Et on a déformé, simplifié sa pensée pour pouvoir l'attaquer. Aujourd'hui encore, certains l'attaquent. Il y aura tout un débat à mener, mais ce sera pour plus tard. Ce qui compte ici, c'est que le darwinisme ramène l'homme dans la nature, et non pas comme une créature externe. Le deuxième, dont je note le nom parce qu'il est moins connu, c'est un disciple allemand de Darwin qui s'appelait Ernst Haeckel. Donc il a été disciple de Darwin, il a défendu les thèses darwiniennes, il a collaboré, et surtout, Haeckel va inventer littéralement une nouvelle science, l'écologie. Dans les années 1860, et pour être exact, le mot écologie date de 1874, Haeckel invente l'écologie. Bon, il s'agit de l'écologie, c'est l'idée qu'un être vivant n'est pas séparé de ce qui l'entoure, les autres êtres vivants, et que les espèces vivantes vivent dans un certain biotope, c'est ça, le lieu de la vie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème. Il y a comme ça une écologie du pin sylvestre. Le pin sylvestre a besoin d'un certain sol, d'un certain climat. Il va engendrer l'apparition de certains types de champignons. Il va accueillir certains types d'oiseaux et d'autres animaux. Et les chercheurs de champignons convaincus, j'en connais un dans la salle, vous diront que si vous cherchez des cèpes de Bordeaux, eh bien, il faut aller en muet très, c'est là qu'on les trouve. Et que quand vous trouvez des amanites tumouches qu'il ne faut pas ramasser, c'est qu'il y a des cèpes pas loin. Parce que c'est des espèces qui vivent en, on dirait, en une sorte de collaboration. Donc l'écologie scientifique est née et se charge d'étudier les écosystèmes. Et c'est là que des questions se posent. J'ai dit que cet exposé visait surtout à poser des questions. Je vais en poser quelques-unes. La première peut-être, c'est pourquoi aujourd'hui le mot écologie, écologiste, est-il si dilué dans la conscience des gens au point qu'on ne va pas distinguer le scientifique qui étudie l'écosystème des îles Kerguelen, rapport entre phoques et pingouins sur la banquise glaciale. Pourquoi on ne distingue pas de celui qui va se réclamer de l'écologie et de la défense de l'environnement? Bon, la réponse est ceci. Il y a aujourd'hui, effectivement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, une crise écologique, mais je mets des guillemets à crise écologique, une crise écologique effective, on en entend parler constamment, on constate une certaine façon de produire et de consommer dans une planète aux ressources en partie limitées, je l'ai dit en partie. Ça déduit des équilibres qui peuvent être vitaux pour certaines espèces animales ou végétales, voire pour l'espèce humaine. Je ne mentionnerai pas tous les fléaux, les pollutions de l'air, de la terre, de l'eau, les accidents de Sumach Island, qu'on souvent oubliés, Bhopal, Céveso, Tchernobyl, et du réchauffement climatique. Dans les années 70, 1970, un certain nombre d'esprits, je ne mentionnerai pas, se sont préoccupés de la chose et
ont appelé à une lutte pour éviter les dangers qui menacent l'humanité et la planète. C'est cela qu'on appelle l'écologie politique. À tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique qui n'ait son programme écologique. Est-ce un bien, est-ce un mal? La prise de conscience est là, face à une crise qui a non seulement commencé à mettre en cause les existences humaines, mais qui en a déjà coûté. Et pas mal, hein. On sait la catastrophe de Bhopal. Alors, on peut se féliciter de tout ça. Plutôt que de m'en féliciter, moi je voudrais interroger réellement trois concepts qui font partie du discours écologique majoritaire et ambiant. Je ne répondrai pas aux questions que je pose. Je l'ai dit. La première, c'est que la préservation des équilibres naturels, ça passerait par la défense de l'environnement. Tout le monde est d'accord. Ouais, mais l'environnement, c'est pas un concept écologiste, ni même écologique. L'environnement, ça remet l'homme au centre. L'environnement, c'est la nature n'est plus qu'un vaste décor dans lequel l'homme pratique ses activités. Hein, on lui demande simplement de faire attention de ne pas déchirer le décor. Et puis il faut noter quand même que c'est cette pensée qui apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle, et là je regrette de le dire, mais c'est facile à prouver, dans un moment de l'histoire humaine où il n'y a plus nulle part, je dis bien nulle part sur la planète, de site naturel qui n'ait été transformé par l'homme. C'est vrai que la forêt des Cévennes, comme de l'Amazonie, du Sahara comme du désert de Mousse. Le Sahara, ça fait un paquet de temps qu'on est transformé par l'homme. Les Cévennes, vous connaissez. J'ai passé des vacances là-dessus, j'étais heureux, c'était la nature, des vastes châtaigneraies, avec des espèces animales sauvages remarquables. Et puis en lisant un petit peu, qu'est-ce qu'on découvre? Que ces vaches châtaigneraies, c'est des forêts entières qui ont été liquidées par les hommes qui ont planté des châtaigniers pour la nourriture. Et qu'en fait, c'est une œuvre humaine. Ce grand département sauvage, cette grande région sauvage, c'est entièrement fabriqué par l'homme. Du point de vue de l'écologie scientifique, les notions valables, c'est biotope, écosystème, environnement, pas du tout. Alors on peut l'admettre, hein, parce qu'on se soucie effectivement d'abord des hommes, mais à ce moment-là, il faut faire un choix. Ou la nature est un décor dans lequel l'homme déploie ses activités, ou bien c'est un tout dont l'humanité, on est 6 milliards, on est quelques, mais par rapport aux insectes, c'est pas grand-chose. L'humanité n'est qu'une infime partie de ce grand tout. Et on va aboutir, suivant la position qu'on prendra, à deux choses. Soit, par exemple, première solution, l'environnement. Il ne faut pas abîmer le décor. Alors, on va réunir un sommet, mettons à Copenhague. On va dire que la fin du monde se profile, et puis on va revenir de Copenhague et on continue comme avant. Alors, il y a la position inverse. L'homme, c'est la position d'un nommé James Lovelock en 1974, dans un livre célèbre qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Gaïa, c'est la déesse de la terre chez les Grecs. La terre, c'est Gaïa. Et l'homme, qu'est-ce que c'est que Gaïa? Pour Gaïa, c'est un parasite, une espèce de parasite. Un petit peu comme un fou qui se promènerait comme ça à la surface de la terre. Et comme la terre, Gaïa, elle est, alors attendez, le mot est savant, homéostatique. Ça fait bien. C'est pas moi, c'est Lovelock. Elle est homéostatique, elle va rétablir son équilibre, et on peut s'attendre, puisque les hommes ne se comportent pas comme il faudrait sur la Terre, que Gaïa, être vivant, se débarrasse de l'humanité, et la Terre continuera, sans hommes, sa route. Ça aboutit à des choses importantes. Ça a des conséquences, ces différences théoriques sur l'environnement ou l'hypothèse Gaïa, ça a des conséquences notables et palpables. Aux États-Unis, par exemple, tout un courant a été entraîné par Lovelock qui s'appelle la deep ecology, écologie profonde, où on arrive à dire que les éléments naturels ont les mêmes droits que les êtres humains. Et ce sera un sujet qu'on espère pouvoir débattre à un moment donné à propos de l'animal notamment. L'animal devient un sujet de droit comme l'homme. On peut imaginer
de porter plainte au nom des alligators parce qu'on fabrique des sacs avec leur peau. Ça prend même aux États-Unis des formes parfois étonnantes. Donc, comme on voit, la théorie, ça relève pas les divergences théoriques là, ne relèvent pas seulement de la théorie, ça a des conséquences pratiques. Bon, deuxième point, l'écologie scientifique et l'exploitation technique de la Terre nous ont appris que la Terre a des ressources en partie limitées, puis en partie parce qu'il y en a qui ne sont pas limitées. Le soleil, le vent, les marées. Qu'est-ce qu'on va faire de ces ressources? Alors là, le discours ambiant a sorti un autre concept, c'est plus environnement, premier point, le développement durable. Alors dans une autre vie, j'étais professeur de français, et le développement durable, en fait, ça porte un nom qui s'appelle un oxymore, c'est-à-dire c'est une expression dont les deux termes sont contradictoires. Un développement, ça croît, c'est dynamique, ça bouge, et ce qui est durable, ça ne bouge pas. Que je sache dire. Les deux, je ne vois pas comment, sur le plan linguistique, ça peut aller ensemble. Il y a une contradiction, mais cette contradiction, c'est la même que celle qu'on précède. Ou bien, on pense à l'environnement, puis on continue comme avant. J'ai déjà dit, je ne sais pas trop. Ou bien on arrête tout. On arrête tout, on met les choses au mieux, on laisse l'humanité dans son stade actuel. Voilà! On l'a fait régresser. Alors il y a eu, dès 70, une réunion du Club de Rome, c'était un club de technocrates européens qui a lancé un manifeste qui s'appelait Halte à la croissance, et qui prenait la croissance zéro. On voit aujourd'hui, aux antipodes des technocrates européens, certains prenaient la décroissance. Arrêtons de consommer. Plus d'automobile, etc. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je note simplement, c'est que dans croissance zéro, décroissance, développement durable, croissance durable, la seule chose qu'on n'a pas définie, c'est la croissance. Et qu'on a définie toujours par rapport au fameux PIB dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, les solutions qu'on peut proposer dans le cadre du PIB, elles resteront toujours les mêmes. Je vais prendre un dernier exemple de choses qui sont à l'ordre du jour sans me prononcer sur le plan scientifique, je n'avais pas les compétences. C'est le fait que le problème, semble-t-il, le plus préoccupant, c'est le réchauffement climatique. Alors, j'ai pas mal vu de choses là-dessus. La seule chose dont je sois certain, et encore relativement certain, c'est qu'il y a bien un réchauffement climatique, même si l'hiver ne nous couvre pas. Mais globalement, oui. À partir de là, quand on lit les scénarios de réchauffement climatique, les différents scénarios, on s'interroge, les spécialistes ne sont pas souvent d'accord entre eux. La question des causes. Tous les travaux, par exemple, du grand Raoult de Copenhague, s'étaient fondés sur les travaux du GIEC. C'est le groupement intergouvernemental pour l'étude des changements climatiques. Oui, mais le GIEC, les gens n'ont pas été désignés, les gens qui internationalement s'occupent de ça, n'ont pas été désignés sur leurs compétences scientifiques, ils ont été désignés par les gouvernements. 2. Leur ordre de mission, ce n'était pas de s'interroger sur le réchauffement climatique, mais sur le réchauffement climatique provoqué par l'humanité. Ce qui est ou bien un réchauffement limité, ou bien, une prise de parti déjà sur les causes éventuelles du changement climatique. Et enfin, vous avez pu remarquer, si vous lisez la presse, qu'on est en train de s'apercevoir qu'une grande partie, une partie en tout cas, des chiffres, je ne sais pas, une partie des chiffres et des études proposées par le GIEC étaient erronées, notamment en ce qui concerne la fonte des glaces en Himalaya. Après, il y a des questions très simples, je ne suis pas scientifique comme je l'ai dit, mais questions simples, on nous dit, attendez, la banquise, la fonte. Possible. Mais elle va déborder, les eaux des océans vont monter. Alors on a des chiffres quelquefois alarmants. Hein. Oui, 7 mètres,
réchauffement alarmant. Maintenant, je me suis rappelé qu'il y avait un truc qui s'appelait Archimède. Et j'ai fait une petite expérience. Vous pouvez la faire chez vous, vous verrez. Oui, j'ai pris un récipient. Comme je ne suis pas décroissant, je suis allé à mon congélateur. J'ai pris des glaçons, je les ai mis dans le récipient, puis j'ai attendu que ça fonde. Et j'avais marqué, bien sûr, la limite de l'eau. Principe d'Archimède, ça n'a pas monté. Ou de façon quasi. Ah oui, ça fond. La quantité de glace, elle est déjà tenue. Quand ça fond, c'est pour environ même. Je ne sais pas si c'est vraiment scientifique. Enfin, une expérience curieuse. En plus, alors, une dernière chose, pour lutter contre ce réchauffement climatique, on a édité à Tokyo, il y a le protocole de Kyoto, puis le traité. Attention, la plupart des pays ont ratifié le protocole. Les grands pays pollueurs, les États-Unis et la Chine, ne l'ont pas transformé en traité. Ils avaient ratifié le protocole. Simplement, ce n'est pas devenu un traité. Et là, on a évité quoi à Kyoto? Un truc qui fonctionne à merveille. Le droit de polluer. Oui, une entreprise achète le droit à polluer. Si elle pollue au-delà, pas qu'elle pollue au-delà, elle a le droit à temps, un quota. Mais si elle pollue moins, c'est bien intéressant. Par exemple, une entreprise qui s'appelle ArcelorMittal, qui est bien connue parce qu'on l'aura une sorte. ArcelorMittal, à force de licencier et de fermer les entreprises, ils ont moins pollué que d'habitude. Ça c'est super. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur droit à polluer à d'autres. Et on a maintenant une véritable course des droits à polluer, sur laquelle vient de traiter, récemment on l'a vu, sur laquelle viennent se traiter plutôt des agissements mafieux, avec des trafics de droits à polluer. Entre-temps, la pollution sur la Terre, même en gaz carbonique, n'a pas évolué d'un iota. Tiens. Je vois inquiet. Où est passée la nature dans cette histoire? On ne sait pas. Moi, il me semble que ce qu'on a oublié, c'est que la nature devrait être, pour les gens, ce qu'on peut appeler une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'on en tire profit pour la vie, à partir du moment où on en fait une valeur d'échange, et où la nature sert finalement à des intérêts financiers. On peut aboutir qu'à ce qu'on voit aujourd'hui. La crise écologique vient uniquement à l'outil de là. Dès l'instant où les biens naturels sont liés à la recherche d'un profit financier, on ne peut aboutir qu'à ça. Le dernier point sur lequel j'aurais quelque chose à dire, c'est que moi, les discours sur l'écologie, sur la nature, ont maintenant une tendance nettement catastrophique, voire catastrophiste. La fin du monde approche. Je me rappelle quand même qu'il y a 15 ou 20 ans de ça, on nous avait annoncé, en catastrophe aussi, que le trou de la couche d'ozone s'élargissait. J'en entends plus parler du trou de la couche d'ozone. Vous en entendez parler? Qu'est-ce qui est devenu? On notera aussi que dans les années 70, des savants tout aussi réputés, tout aussi compétents qu'aujourd'hui, prévoyaient un refroidissement climatique. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut aborder la question sans catastrophisme, simplement en se posant quelques-unes des questions que j'ai posées, et les autres, parce que je prétends pas naturellement en avoir fait.